Modification du code électoral, le nom du Front patriotique pour le renouveau, position justifiée par le manque de concertation et la date des échéances jugées proches. Le FPR s'oppose à des élections sans une partie des Burkinabés. Les détails de ces prises de position, c'est à suivre. Un ras-le-bol marqué par un arrêt de travail. Les vidangeurs réclament des sites de dépotage. Les 3 prévus à cet effet sont pleins et désormais fermés. Ils étaient plus d'une centaine à le signifier. Ils réclament dans l'urgence la mise en place d'un site provisoire. Tandis que la CEDEAO réclame le retour d'Ibeka, la junte militaire promet un président de transition. Une transition qui sera la plus courte possible selon son porte-parole qui affirme par ailleurs que le Conseil du Salut n'a aucun lien avec le M5. Et ce sont là les titres du 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Nous ouvrons cette édition avec l'actualité à la primature. Les prochaines élections étaient en bonne place dans les échanges entre le Premier ministre et le représentant résident du PNUD. Pour la cause, le Burkina pourra bénéficier de l'accompagnement de son partenaire. Le point de la coopération avec l'institution onusienne a également été fait. Le commentaire avec Sekou Zongo. La coopération entre le Burkina Faso et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au centre de cette rencontre entre Christophe Marie-Joseph Dabiré et le représentant résident du PNUD au Burkina. Des questions stratégiques de développement lient les deux parties à travers le Plan national de développement économique et social PN2ES. Une collaboration qui sera renforcée avec les scrutins à venir. À travers ce panier commun qui est financé par les partenaires internationaux ainsi que le PNUD, il y a tout un appui qui est apporté à la CENI, mais également aux autres institutions qui interviennent dans la chaîne électorale. Donc il est question bien sûr de renforcement des capacités, de l'appui à certaines opérations, ainsi que à toutes les activités qui concourent, surtout au niveau des autres institutions qui interviennent, pour que chacune d'elles puisse remplir comme il se doit ses missions. La lutte contre la pauvreté, les questions de bonne gouvernance, la résilience des pays face aux chocs divers sont entre autres les domaines d'action du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le Burkina Faso et le PNUD s'engagent ainsi à poursuivre la collaboration pour un développement meilleur. Nous marquons une halte pour ce communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso. Le président du Faso, chef suprême des armées, va présider ce 22 août à Pau, dans la province du Naouri, la cérémonie officielle de sortie de la 19e promotion des élèves officiers d'active de l'Académie militaire Georges Namoiano. Cette promotion compte 57 stagiaires venant du Burkina, du Bénin, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo. La cérémonie de sortie de promotion sera marquée par le baptême de la promotion sortante, le port des épaulettes, le passage de flambeau entre la 19e et la 20e promotion, la prestation de serment de la promotion sortante et le défilé militaire. Le sujet des élections est aussi au cœur des débats au sein du Front patriotique pour le renouveau. Le FPR dit être contre toute modification du code électoral à 3 mois des échéances. Une modification qui plus est se fait sans concertation préalable selon le parti. Face à la presse, ce 20 août, il a fait part de sa lecture de la situation. Le compte-rendu est signé Ismaël Diloma Sirima. Le FPR est contre toute modification du code électoral à moins de 6 mois des élections. Le Front patriotique pour le renouveau reconnaît qu'il y a des dispositions qui permettent de faire cette modification, mais soutient que ces dispositions dans le présent cas n'ont pas été respectées. La disposition dit simplement que dans les 6 mois précédant les élections, dans cet intervalle, si on veut modifier, il faut avoir une concertation toujours dans les 6 mois. Où se trouve la concertation qui a eu lieu dans les 6 mois et que vous n'êtes pas au courant et que nous ne sommes pas au courant également. S'il n'y a pas eu concertation, c'est qu'il y a une tentative de passage en force qui est claire. Le FPR marque également son opposition quant à l'organisation des prochaines élections.
Le Front patriotique pour le renouveau avance que les conditions ne sont pas réunies pour une participation de tous les Burkinabés. Nous demandons à ce qu'on organise des élections universelles, inclusives et sans couper une partie en fait du territoire. Aujourd'hui, les arguments qui nous ont clairement été en fait servis sont des arguments qui tentent à installer une manipulation psychologique au niveau en fait du peuple, parce qu'on nous dit aujourd'hui que la CENI a pu atteindre l'ensemble ou en tout cas la majorité en fait des contrées avec un effort de plus sur la base du renforcement du processus en fait par le gouvernement. Nous ne croyons pas du tout en fait à cela. Nous savons clairement que ces élections, sur la base de 2 300 000 en fait inscrits, ne permettra pas au Burkina Faso de pouvoir en tout cas évoluer en tant que pays émergent. Le Front patriotique pour le renouveau appelle ainsi les autorités chargées de l'organisation des élections à revoir leurs copies. Au cas contraire, le FPR ne présentera aucun candidat aux élections de novembre prochain. Le mot d'ordre zéro papier à l'Assemblée nationale, toujours d'actualité, avec des gestes qui concourent à sa réalisation. De cela, la remise de matériel informatique estimé à plus de 57 millions de nos francs. Du matériel acquis grâce à l'Union européenne, la coopération suédoise, la Suisse et le Canada à travers le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale. Bernard Kumbelem et Olopoda. Objectif zéro papier, un mot d'ordre de la représentation nationale soutenu par le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso et l'appui du PROCAB pour accompagner l'institution parlementaire dans le processus de dématérialisation se traduit ici par la remise de 44 ordinateurs portables et 45 ordinateurs de bureau dotés chacun d'un onduleur. Un lot de matériel informatique estimé à plus de 57 millions de francs CFA. L'objectif visé par la remise de ce matériel est d'améliorer les conditions de travail de l'Assemblée nationale, mais surtout de permettre de réduire très significativement l'utilisation du papier dans le fonctionnement de l'institution. Dans tous les parlements du monde, on utilise beaucoup de papier parce qu'on écrit beaucoup. On fait beaucoup de reproductions. Les députés pourront, avec ce matériel, de façon judicieuse, travailler à réduire de façon drastique l'utilisation du papier. L'enjeu est de limiter la consommation de papier en mettant en place un système de gestion électronique des documents qui permet une meilleure sécurisation des données et un espace de travail plus productif. Au ministère de l'Éducation nationale, c'est plutôt avec les écoles sous Payotte que l'on veut en finir. De ce fait, plusieurs chantiers sont en cours pour une normalisation des dites écoles. Le premier responsable du département a entamé une tournée de contrôle à l'intérieur du pays. Cette semaine, il était dans le centre-ouest avec un premier constat dans la Sicile. Nous voyons cela avec Issa Kafando et Maxime Zongo. L'un des grands défis au ministère en charge de l'éducation nationale, effacer les écoles de fortune et les remplacer par des bâtiments plus confortables. Avec l'accompagnement de la République de Chine, ce pari, selon le chef du département, est en train d'être gagné. Cette semaine, Stanislas Waro était donc dans la région du centre-ouest sur les traces de ces écoles en voie d'achèvement. Première étape, la province de la Sicile. J'ai vu effectivement des infrastructures de qualité. D'abord dans le village de Sanga, dans la commune donc, de Léo, et une infrastructure qui vient effacer les classes sous Payotte. J'ai ensuite visité l'infrastructure scolaire donc, de Pissaï, dans la commune rurale de Bia. Et j'ai vu aussi une infrastructure de qualité. J'ai croisé un directeur là-bas qui m'a dit qu'il a fait 9 ans d'enseignement dans des classes sous Payotte. Imaginez la joie de quelqu'un qui reçoit ça. Vraiment, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Vraiment, je suis très content. Après la commune de Bia, le cap a été mis dans le village de Sicily, à une vingtaine de kilomètres de Léo. Là-bas, c'est un collège d'enseignement général qui va ouvrir ses portes à la rentrée prochaine qui a été visité. Un bâtiment de 4 classes construit par un partenaire, une ONG exerçant dans le domaine de la santé et qui a décidé de soutenir l'État. 48 millions et demi de francs CFA, c'est le coût des écoles primaires prêtes à recevoir les enfants à la rentrée prochaine.
Stanislas Ouaro a saisi l'occasion pour inviter les populations à inscrire massivement leurs enfants à l'école. Il a tenu à encourager les enseignants et leur donner des orientations pour une meilleure reprise des cours à la rentrée prochaine. Et quelle est à ce jour la situation du Covid au Burkina? Les chiffres sont légèrement en hausse depuis l'ouverture des frontières aériennes. 208 cas actifs, 55 décès, soit 2 de plus depuis le dernier point de presse. Le bilan est dressé cet après-midi par le coordonnateur sectoriel du plan de riposte. Les précisions dans ce compte-rendu de Moussa Ouedraogo et Dramana Dadian. La maladie à coronavirus au Burkina, c'est un chiffre. 1297 cas confirmés, 1034 guérisons et 55 décès depuis la survenue de la maladie le 9 mars 2020. 5 nouveaux cas confirmés, tous à transmission communautaire à la date du 20 août, dont 3 à Toma et 2 à Ouagadougou. Au total, 6 foyers sont actifs sur l'ensemble du territoire national et 208 patients du Covid-19 actuellement sous traitement. Il y a un léger regain de la maladie depuis l'ouverture des frontières aériennes le 1er août dernier. Mais la situation est sous contrôle, foi du docteur Brice Bikaba, pour qui ces équipes sont sur le qui-vive. Effectivement, il y a eu un choc, mais le système toujours a tenu et nous pouvons dire qu'on travaille effectivement à ce que la tendance soit maintenue. Près d'1 millier de tests par jour et les résultats à livrer dans 72 heures. Malgré les efforts consentis, les laboratoires sont sous pression et les défis toujours énormes. L'automatisation du rendu des résultats, l'acquisition des extracteurs automatiques pour les laboratoires, et l'accélération de l'acquisition des consommables. Les consommables et les réactifs de laboratoire, il faut qu'on en commande parce que, au vu de la consommation, nos prévisions effectivement risquent d'être dépassées si on n'anticipe pas. Et bien sûr, la dévolution de la prise en charge de la Covid dans la routine, le renforcement de la communication et de l'engagement communautaire. La bonne nouvelle, dit-il, les 100 lits de réanimation sont en route. D'autres ont même été déployés d'urgence pour gérer des cas de stress respiratoire. Mais Covid-19 ne finira pas de sitôt si les gestes barrières sont foulés aux pieds. Pour l'heure, coronavirus continue de faire ravage à l'international. L'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria sont les pays africains les plus touchés. L'épicentre de la maladie est toujours dans le continent américain. Plus de 22 500 000 cas confirmés du Covid-19 à l'échelle mondiale, avec environ 793 000 décès, selon les statistiques de l'OMS. Dans l'actualité également, le mécontentement des vidangeurs, et ils le font savoir. Chargés de débarrasser les ménages du trop-plein de déchets, ils se retrouvent aujourd'hui sans site tenant lieu de déversoir. Les lieux jadis utilisés étant eux-mêmes pleins et fermés. Pour interpeller les autorités sur leur situation, ils ont observé un arrêt de travail. Ils sollicitent un site provisoire de traitement en attendant une solution définitive. Vincent Kendrobeu. Une fois n'est pas coutume, les éboueurs de Ouagadougou sont en manifestation. Il serait 200 personnes à suspendre leurs activités ce matin pour exprimer leur mécontentement. La cause, ils ne savent plus où jeter les déchets tirés de nos fosses septiques. L'UNEA avait construit des sites de dépotage, mais il s'avère que tous ces sites-là sont fermés parce qu'ils sont pleins. Donc on n'a pas de lieu de dépotage. Aujourd'hui, le site de Kosodé est fermé, le site de Zaktoulé est fermé, le site de Basseko est fermé. Nous sommes confrontés, on ne peut plus déverser. Quand on rentre peut-être dans les embrousses pour déverser, nous faisons affront aux agents de l'environnement. Vous voyez. Mais que faire quand les camions sont pleins? 3 sites ont été identifiés pour servir de dépotoir provisoire. Mais les services de l'environnement n'y sont pas favorables, selon les plaignants. Il faut noter qu'on a plus de 200 vidangères qui ont garé avec les sternes pleins. Nous, on sollicite en tout cas l'appui du gouvernement, et plus sûrement le ministère de l'Environnement, à nous autoriser à travailler au niveau de ces sites de dépotage là d'abord, en attendant l'ouverture des stations. Et il faut noter, même si une de ces stations-là ouvre aujourd'hui, ça ne peut pas résoudre le problème des vidangères. Quand vous regardez Ouaga, quand même, c'est très vaste. Le vœu de ces vidangeurs, que les autorités compétentes trouvent une solution rapide à leurs problèmes,
pour éviter que les citoyens en général en pâtissent par manque de leur service de vidange des WC. La solution sera peut-être trouvée avec le nouveau protocole d'accord signé à Ouagadougou. Il concerne l'assistance à la maîtrise d'ouvrage communal en matière d'approvisionnement en eau potable, d'hygiène et d'assainissement. 6 communes de la région du centre en sont bénéficiaires. Détail avec Vincent Kenrobugo. Des signatures qui marquent l'engagement de la région du centre à accompagner l'ensemble de ces 6 communes rurales pour une bonne gouvernance dans l'approvisionnement en eau potable et dans les services d'hygiène et d'assainissement à travers le projet AEFA. L'aboutissement à ce protocole de collaboration a réuni sur la même table des représentants de la région du centre et des élus locaux des 6 communes. Cet accord apporte un appui technique aux communes dans les réalisations physiques et la gestion des ouvrages. Cela va nous permettre non seulement de garantir la gestion en termes d'approvisionnement de l'eau, une bonne répartition dans sa durabilité, c'est clair, et surtout que les retombées puissent servir à l'ensemble de nos populations. C'est beaucoup d'intérêt pour la région d'assister à cette signature parce qu'on responsabilise entièrement les maires et seront les maîtres d'ouvrage. Et je pense que et à la tête de ces activités, nous avons beaucoup plus de chances de réussite et d'atteinte de nos objectifs. Et pour y arriver dans ce projet de maîtrise d'ouvrage, les communes doivent conjuguer leurs efforts sur le terrain et collaborer avec les services techniques en charge de l'eau, de la santé et de l'éducation. Il y aura des formations, renforcement des capacités. On va accompagner les communes pour le recrutement d'agents techniques communaux en charge de l'hygiène, de l'eau et de l'assainissement, renforcer leurs capacités à travers la formation. Tout ça se fait en charge dans le cadre du projet. Le projet AEFA, qui a vu le jour en 2009, autorise les communes à devenir des maîtres d'ouvrage dans leur ressort territorial et son application implique l'ensemble des acteurs communaux. Réalisation d'ouvrages, oui, mais pour quelle qualité? La COP se veut plus regardante sur ceux issus des marchés publics. La question suscite également l'intérêt des journalistes d'investigation. Les 2 acteurs se sont d'ailleurs réunis pour en parler ce 21 août. Les détails des échanges avec Roger Cam et Caroline Ouaré. Il ne s'agit certainement pas d'arracher le sujet aux analyses de la rue, mais plutôt de contribuer à sa résolution. La problématique de la qualité des ouvrages issus des marchés publics se pose aux premiers acteurs de gestion que sont les membres du Conseil de régulation. Retirés à Lumbila pour réfléchir sur les solutions à la situation, les maillons clés de gestion de la commande publique espèrent aboutir à des recommandations dont les mises en œuvre offriront aux populations des ouvrages répondant aux normes de la qualité. L'actualité révèle au quotidien des chantiers abandonnés, des chantiers mal exécutés, des ouvrages qui s'écroulent, des ouvrages qui se dégradent précocement. Donc autant de difficultés qui nous interpellent et qui nécessitent que, entre acteurs de la commande publique, nous puissions échanger sereinement en nous interrogeant sur le contenu du dispositif réglementaire et législatif évidemment qui régit l'exécution des marchés publics de travaux, en nous interrogeant sur, je dirais, les causes réelles de ces difficultés. Des journalistes d'investigation sont de cette rencontre, aussi bien de ce groupe spécifique que des membres du Conseil de régulation. Les organisateurs attendent des contributions les plus avisées, attendu que la suite réservée à l'atelier est l'intégration d'un changement qualitatif dans le processus de régulation des marchés publics. Étaient également en conclave les administrateurs d'entreprises et mandataires sociaux. C'est à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie à travers l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique. Il s'agit de renforcer leurs compétences et la gouvernance de leur structure. Une formation de 2 jours sanctionnée par une remise d'attestation que nous présentent Bernard Koumbelem et Aimé Solange Guigma.
À l'heure où l'économie mondiale s'apprête à vivre une récession consécutive à la pandémie de coronavirus, ces mandataires sociaux et administrateurs ont vu leur capacité renforcée sur la gouvernance d'entreprise et sur leurs responsabilités. En 2 jours, ils ont pu échanger sur les principes généraux de la gouvernance, les fonctions du conseil d'administration et les dispositions spécifiques aux établissements de crédit, ce qui leur permettra de juguler les effets néfastes de la crise sanitaire sur leurs entreprises. Nous avons aussi à insérer dans notre pratique quotidienne au niveau de nos entreprises les meilleures pratiques. Et ces meilleures pratiques sont contenues dans des codes, pas directement dans la loi. Donc nous avons discuté de ces principes généraux de bonne gouvernance, mais nous avons aussi attiré l'attention des administrateurs sur leurs responsabilités. Parce qu'il y en a beaucoup qui ignorent qu'ils ont une assurance civile et ils ont une responsabilité pénale. Satisfait, plus que satisfait de la formation. J'ai appris beaucoup plus sur la gouvernance des entreprises publiques, ce que nous n'avons pas dans l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux GUE. Partage d'expérience, amélioration de mes acquis. C'est la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina à travers l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique Aigle qui a organisé cette formation. Au regard surtout de leur engagement civil et pénal, c'est mieux de savoir déjà ce à quoi ils doivent s'engager. Et quand on doit participer à un conseil d'administration, il faut déjà connaître les dispositions, savoir comment prendre les décisions et faire prendre les décisions. Cette session de formation vise à renforcer les compétences des administrateurs et mandataires sociaux et à renforcer la gouvernance de leur structure. Plan Burkina et le Haut Commissariat pour les réfugiés tendent la main aux déplacés internes. C'est à travers le projet Abris et Articles pour les déplacés internes dans les régions de l'Est, du Nord et de la boucle du Mouhoun. La deuxième phase du projet estimée à plus d'1 milliard est lancée ce 20 août par les acteurs concernés, Issoufou, Kaboré et Moussaki. Des abris construits pour des déplacés internes en images. Au total 1000, bâtis par Plan International Burkina dans la région du Nord. C'est le fruit du projet de fourniture d'abris et d'articles essentiels aux déplacés internes. Tout s'est passé entre mars et juin 2020. Et Plan International Burkina fait ici le bilan de cette première phase. Au-delà des abris, il y avait l'assistance avec ce que nous appelons les articles ménagers essentiels. C'est constitué essentiellement de couverture, de matériel de couchage, les kits de dignité et également les kits de cuisine. Il y a véritablement une satisfaction que nous ressentons à travers les réalisations concrètes et mesurables. La seconde phase du projet est aussi lancée à cette rencontre. Elle vise 2000 abris dans ces zones d'intervention, dont 1100 pour la région du Nord d'ici fin décembre. C'est un appui que nous saluons à sa juste valeur et nous, notre souhait serait qu'on travaille à ce que les différents déplacés puissent rejoindre leur village, leur foyer d'origine. Le projet de fourniture d'abris et d'articles essentiels aux déplacés internes concerne les régions de l'Est, de la boucle du Moun et du Nord. Le budget total est estimé à 1,1 milliard de francs CFA. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est le partenaire financier. À Gawa, Emmanuel Zongo est désormais installé officiellement comme gouverneur. Commissaire de police, il prend les commandes de la région du Sud-Ouest. Il invite les populations à s'unir pour faire des potentialités de la région un véritable levier de développement. La cérémonie de passation de ce 20 août avec Issa Kazabré et Sié Judikaël Poda. Après 4 ans, 2 mois et 3 jours, le colonel de gendarmerie Taksebani Tiema est remplacé par le commissaire principal de police Emmanuel Wenmanek Dezongo. Pour sa prise de fonction, le nouveau gouverneur de la région du Sud-Ouest mesure déjà l'ampleur des défis. Je prends fonction dans un contexte de nombreux défis. En effet, la couverture sécuritaire de la région, dans un contexte de terrorisme, la gestion des litiges fonciers, les questions liées à l'orpaillage et la lutte contre le Covid-19, pour ne citer que ceux-là, sont entre autres des défis importants à relever pour un rayonnement de notre région.
Nous sommes également dans une année électorale dont le défi majeur reste l'organisation réussie d'élections apaisées. Le gouverneur, il sera entre autres chargé de beaucoup de fonctions, notamment la représentation des services de l'État au niveau de la région, sur l'ensemble du territoire régional, la représentation du chef de l'État au niveau de la région, représenter les chefs du gouvernement, le gouvernement dans son ensemble. Il représente également chaque ministre individuellement pris. Nommé le 3 juin 2020 comme attaché de défense militaire à l'ambassade du Burkina Faso en Belgique, c'est avec des mots de remerciement que le gouverneur sortant traduit sa satisfaction. J'ai un seul mot à dire, c'est un remerciement pour tout l'engagement collectif et pour toute l'adhésion aux politiques publiques du gouvernement pour le devenir radieux de cette région. Emmanuel Wenmanek Zongo a été nommé le 30 juillet 2020. Il était coordinateur des études et des stages de l'Académie de police, adjoint du directeur. Il est titulaire d'un Master 2 en sécurité intérieure et d'une maîtrise en macroéconomie et gestion du développement. Le gouverneur entrant est né le 18 décembre 1983. Il est marié et père de 3 enfants. Et c'est parti depuis hier à l'ISTIC pour la soutenance des étudiants stagiaires, une phase qui marque la fin de 21 mois de formation à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Les soutenances de production et études de cas se poursuivront jusqu'au 25. Le ministre de la Communication est allé ce matin encourager le corps enseignant et les étudiants. Adama Guiti et Sekou Zongo. Moment de soutenance des productions et des études de cas pour les stagiaires assistants à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Ici, nous sommes à une soutenance en production radiophonique sur un thème bien d'actualité, la dépigmentation des bébés à la naissance. L'impétrante Élodie Guigma présente au jury les fruits de sa recherche dans un format magazine de 26 minutes. Une présentation suivie avec intérêt par un invité surprise. Je ne crois pas, à part l'université aujourd'hui, qu'une seule école ait une radio studio. L'ISTIC a une télévision studio. C'est un cadre important. C'est pour ça que je voulais assister et apporter mon soutien à la fois au corps enseignant, mais également aux étudiants qui finalisent leur parcours au niveau donc, de cet institut de formation. Cette session de soutenance concerne 61 stagiaires repartis dans 3 filières de formation. Vous avez la filière journalisme, vous avez la filière communication et vous avez la filière technique technologie des médias. Dans chacune de ces filières, donc, vous avez un nombre d'étudiants qui présentent ce que nous appelons des productions. Et c'est ce qui est apprécié par les membres du jury. Vous avez fait un travail qui est digne d'intérêt public et on a remarqué en vous des efforts d'investigation et la note totale vous fait 54 sur 60. Soit une moyenne de 18 sur 20. Je suis contente, ce qui me motive à travailler encore plus, voilà, pour perfectionner déjà ce qu'il y a. Ces soutenances des productions des stagiaires assistants ont débuté le 20 août et se poursuivent jusqu'au 25 août. Les étudiants concernés, qui auront passé avec succès les 21 mois de formation, sortiront de l'ISTIC avec le diplôme d'assistant en sciences et techniques de l'information et de la communication, l'équivalent du cycle B de la fonction publique. Hors de chez nous, au Mali voisin, il est question de transition menée par un civil ou un militaire. C'est ce qu'affirme le porte-parole de la junte qui refute également la thèse de pression exercée sur Ibeka. Une position réaffirmée au moment où la CEDEAO réclame le rétablissement du président déchu. Les pays voisins du Mali réunis en sommet extraordinaire ont réclamé ce jeudi le rétablissement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un coup d'État mardi. Nous rappelons aux militaires putschistes leur responsabilité sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels arrêtés. La CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a d'ores et déjà suspendu le Mali de ses organes décisionnels. Une délégation va par ailleurs être envoyée à Bamako en vue d'un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. De son côté, la France, qui compte plus de 5000 soldats sur le territoire malien, a réagi par l'intermédiaire du président Emmanuel Macron. Nous avons à condamner
un coup de force militaire contre un dirigeant démocratiquement élu. Et après, nous avons demandé, premièrement, qu'il soit relâché le plus vite possible et qu'aucune violence ne soit faite. Deuxièmement, que le pouvoir soit rendu le plus rapidement possible aux civils et qu'une transition rapide et démocratique soit assurée. Et troisièmement, pour le peuple malien, il y a deux choses auxquelles nous veillons. La stabilité du Mali et la poursuite de la lutte contre le terrorisme. La junte qui contrôle le pays a annoncé mettre en place un président de transition qui sera un civil ou un militaire pour une période courte, a annoncé le porte-parole des putschistes. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et excellent début de week-end. On se dit à demain, Dieu voulant.